Sergueï Lavrov démontre le vrai visage de l'Occident sur la géopolitique mondiale. Sergueï Lavrov à la table ronde de l'ambassade sur le thème « La crise ukrainienne ». L'échec de la culture de l'annulation. Sergueï Lavrov. Concernant Trump, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'observer l'équipe du nouveau président dans des affaires concrètes. Mais en ce qui concerne la politique de l'Occident vis-à-vis de la Russie, on constate de plus en plus le désir d'annuler physiquement la Russie, de la démanteler. L'Occident s'est bien sûr engagé dans une campagne visant à détruire l'influence russe sur la scène internationale. Pendant ce temps, l'Ukraine est présentée comme un modèle exemplaire des droits de l'homme. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie vous a invité à une nouvelle rencontre, la 8e déjà, avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Cette table ronde d'aujourd'hui est consacrée aux événements en Ukraine, sous le thème général, la crise ukrainienne. L'échec de la culture de l'annulation. Suivez l'un des discours importants Sergueï Lavrov sur la situation géopolitique. Sergueï Lavrov. Mesdames et messieurs, Vos Excellences, bonjour. Nous apprécions notre dialogue, avant tout sur la question ukrainienne, mais nous nous rappelons que lors de telles rencontres, nous abordons également d'autres crises que l'Occident tente d'ignorer et de passer sous silence, tout en imposant de manière insistante et agressive l'ukrainisation de l'ordre du jour de tout forum international. Mais commençons, comme toujours, par l'Ukraine. Lors de ces tables rondes, nous avons discuté de la militarisation de l'Ukraine, de la réécriture de l'histoire et des guerres de l'information. Aujourd'hui, nous avons proposé d'aborder le thème de la culture de l'annulation, qui, dans une large mesure, est un phénomène global. Elle ne concerne pas uniquement l'Ukraine, et peut-être même pas principalement l'Ukraine, car l'Occident a commencé à appliquer cette culture de l'annulation bien avant la crise ukrainienne. Lorsque quelque chose ne convenait pas aux défenseurs autoproclamés de la démocratie et de l'état de droit, ils l'annulaient simplement et imposaient à sa place leurs propres règles, affirmant que ces règles devaient être le fondement de l'ordre mondial. Ainsi, le droit international a été pratiquement annulé, sacrifié au profit de ces fameuses règles que, comme nous l'avons maintes fois constaté, personne n'a jamais vues, ni lues, ni présentées à la communauté internationale. Pourtant, l'Occident continue d'y adhérer avec acharnement. Nous verrons comment la nouvelle administration de Donald Trump agira. Le secrétaire d'État Marco Rubio a récemment déclaré dans une interview que le monde multipolaire est une réalité incontournable de notre époque. C'est une déclaration intéressante, jamais entendue auparavant de la bouche d'un responsable américain. Nous verrons comment cela se traduira en politique concrète. La tentative d'annuler les normes du droit international est particulièrement évidente dans l'attitude de l'Occident, des États-Unis et de leurs alliés vis-à-vis de la Charte des Nations Unies. Lorsque l'OTAN applique le principe d'autodétermination des peuples, comme ce fut le cas en Crimée ou au Kosovo, c'est uniquement lorsque cela sert leurs protégés, leurs affidés, comme le régime nazi ukrainien. S'accroche au principe de l'intégrité territoriale tout en ignorant tout ce qu'ont fait les peuples de Crimée, de Novorossia et du Donbass lorsqu'ils ont refusé de reconnaître les résultats du coup d'État anticonstitutionnel sanglant et de vivre sous l'autorité d'un régime dont l'objectif était d'éradiquer tout ce qui est russe, l'histoire russe, les traditions russes, l'orthodoxie, la langue et la culture, qui ont façonné la vie des Criméens, des habitants du Donbass et de Novorossia, pendant des siècles. Mais aujourd'hui, l'Occident est prêt à tout annuler. Comme je l'ai dit, en Ukraine, la seule chose qui l'intéresse est l'intégrité territoriale. Malheureusement, dans les affaires ukrainiennes, le secrétariat de l'ONU, y compris le secrétaire général, joue activement le jeu de l'Occident, malgré l'article 100 de la charte de cette organisation, qui stipule que le secrétariat doit être impartial, ne prendre parti pour personne et ne recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. Peut-être que de telles instructions écrites n'existent pas, mais Antonio Guterres et ses adjoints, qui viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres pays membres de l'OTAN et occupent des postes clés au secrétariat de l'ONU, tiennent exactement le discours attendu par l'Occident. L'annulation de la vérité est un autre moyen de tenter de préserver l'hégémonie occidentale. Il y a 2 semaines, lors de l'Assemblée générale des Nations unies pour la journée de commémoration de l'Holocauste, le secrétaire général a repris un exemple donné par les orateurs occidentaux lors d'événements en Europe, mais il n'a pas mentionné qui avait libéré Auschwitz, à savoir l'armée rouge. Cela n'a tout simplement pas été dit. De nombreux autres exemples montrent que non seulement les dispositions de la charte de l'ONU sont ignorées, mais aussi les décisions du Conseil de sécurité, qui, selon la charte, sont contraignantes pour tous les États membres. Ainsi, la résolution du Conseil de sécurité qui avait unanimement approuvé les accords de Minsk a été annulée. Ces accords, adoptés 1 an après le coup d'État, en février 2015,
avait permis d'arrêter la guerre menée par le régime de Kiev avec ses forces armées contre son propre peuple dans le Donbass. Grâce à notre participation active, ces accords avaient permis d'instaurer un cessez-le-feu, et le Conseil de sécurité de l'ONU les avait entérinés. Mais il est vite apparu que personne n'avait l'intention de les appliquer. Sur le terrain, rien ne se passait, et le régime de Kiev violait tous ses engagements. L'Allemagne et la France, qui se présentaient comme médiateurs et garants de ces accords, n'ont rien fait non plus. Et récemment, Mme Merkel et M. Hollande, qui avaient signé ce document clé, ont même déclaré avec fierté qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de l'appliquer. Leur but était simplement de gagner du temps pour armer Kiev avec du matériel militaire moderne en vue d'une guerre contre la Russie. Ainsi, l'annulation des décisions du Conseil de sécurité s'inscrit également dans cette volonté d'annuler le droit international. Cela se manifeste également sous d'autres formes, comme par exemple le droit international des minorités nationales, ainsi qu'un ensemble de conventions, y compris celle du Conseil de l'Europe, constitue un cadre juridique au sein de l'ONU pour la protection des droits des minorités. Nous l'avons rappelé à de nombreuses reprises, et cela est également exigé par la constitution même de l'Ukraine. Mais dans leur volonté d'effacer, d'éradiquer et d'interdire tout ce qui est russe, toutes les méthodes sont utilisées, et aucun argument n'est pris en compte. Lors de notre précédente table ronde, nous avons déjà évoqué la nécessité d'examiner les causes profondes de tout conflit, comme l'a souligné le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans son initiative mondiale pour la sécurité. Il y a affirmé que pour résoudre un conflit, il est impératif d'en analyser les causes profondes, puis d'élaborer des mesures concrètes pour les éliminer. La cause profonde du conflit actuel réside dans les efforts délibérés et de longue date, non seulement en parole, mais aussi en actes de l'Occident pour créer des menaces militaires directes à la Fédération de Russie à nos frontières, notamment en Ukraine, en l'entraînant dans l'OTAN. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Nous avons mis en garde et exigé que l'OTAN respecte son engagement de ne pas s'étendre vers l'Est, aux frontières de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire de la Russie. Tout cela a été en vain. Et voilà que, pour la première fois, le président Donald Trump, dans l'un de ses premiers discours, critiquant la politique de l'administration Biden sur la crise ukrainienne, a déclaré explicitement que l'une des principales erreurs avait été l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Il a affirmé que s'il lui avait été président ces 4 dernières années, cela ne serait pas arrivé et le conflit n'aurait pas eu lieu. C'est la première fois, je tiens à le souligner, qu'un dirigeant occidental, et pas n'importe lequel, mais le leader des États-Unis, qui est donc aussi le leader du monde occidental, prononce ces mots. Nous avons accueilli cette déclaration favorablement, car pour la première fois, la question de l'OTAN est reconnue comme un sujet que les États-Unis sont prêts à discuter sérieusement. Et ce sont précisément les États-Unis qui, évidemment, détermineront la position de l'Occident et par conséquent, celle de Kiev. Je rappelle que lors de nos contacts avec l'administration Biden, ainsi qu'avec les représentants de la France, de l'Allemagne et d'autres pays, avant même le lancement de l'opération militaire spéciale, nous avions soumis des propositions officielles pour des garanties de sécurité pour tous, y compris pour l'Ukraine, mais bien sûr aussi pour la Russie. On nous a alors répondu que cela ne nous concernait pas. J'ai personnellement discuté avec Anthony Blinken en janvier 2022 et l'ai exhorté à examiner sérieusement nos propositions pour éviter un conflit militaire en Europe. Il m'a répondu directement « Ce n'est pas votre affaire, personne n'a le droit de s'ingérer dans les relations entre l'OTAN et les pays que nous souhaitons intégrer dans l'Alliance de l'Atlantique Nord. » Rappelez que, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, des engagements politiques avaient été pris pour garantir le principe d'indivisibilité de la sécurité, selon lequel aucun pays ne peut renforcer sa propre sécurité au détriment de celle des autres, n'a servi à rien. Une organisation en euro-atlantique n'a pas le droit de prétendre à la domination, mais cet argument a été rejeté d'un revers de main par l'Occident, comme il l'a toujours fait auparavant. On nous dit que ce ne sont que des engagements politiques. Nous leur rappelons pourtant que leur président et leur premier ministre ont signé ces engagements en 2010 lors du sommet d'Astana et qu'ils avaient déjà été approuvés à Istanbul en 1999. Mais leur réponse est toujours la même. Ce sont des engagements politiques, mais les garanties juridiques de sécurité ne peuvent être fournies que dans le cadre de l'OTAN. Et ils souriaient. L'hypocrisie et la duplicité n'ont jamais quitté nos collègues occidentaux, cela semble même leur donner une certaine assurance. Ainsi, la culture de l'annulation s'est aussi manifestée par l'annulation de la résolution du Conseil de sécurité qui avait approuvé les accords de Minsk. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une spécificité du dossier ukrainien. La culture de l'annulation, y compris l'annulation du droit international, se manifeste aussi de manière flagrante dans la situation au Moyen-Orient. Il y a à peine un mois ou un mois et demi,
les résolutions du Conseil de sécurité étaient encore reconnues par tous comme la base nécessaire à la création d'un État palestinien. Mais elles ont été tout simplement annulées. Vous savez que le président Trump a déclaré que la bande de Gaza devait être vidée de ses habitants et que la Jordanie et l'Égypte, qui ont suffisamment de terre, devraient accueillir ces 1,5 à 2 millions de personnes. Il a ajouté qu'il voulait faire de Gaza une station balnéaire. Cela s'inscrit dans la continuité des décisions qu'il avait déjà prises lors de son premier mandat, comme la reconnaissance du plateau du Golan comme territoire israélien, alors que l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil de sécurité avaient pris des décisions contraires. Ces décisions ont été annulées. Et il y a de nombreux autres exemples, notamment sur la question du Sahara occidental. Nous estimons que cette tendance ne fera que s'accentuer. Je ne me lamente pas à ce sujet, je me contente de constater la réalité. Une réalité que les diplomates doivent prendre en compte et qui doit être un sujet de négociation. Nous observons également, en plus de l'annulation de tout ce qui est russe, ce pourquoi Zelensky adopte des lois, la volonté de nos collègues occidentaux de suivre la même voie. Cela se traduit par l'interdiction d'événements culturels et par l'exclusion des athlètes russes du mouvement olympique, ce qui est une honte, un énorme déshonneur pour Thomas Bach et son équipe. À Paris, aux Jeux olympiques, nous verrons un homme monter sur le ring et frapper une femme, et cela sera considéré comme nécessaire, parce que c'est ainsi que Bach interprète la charte olympique. En revanche, lorsqu'il s'agit des articles de cette même charte qui interdisent toute politisation du sport, Bach les interprète de manière à pouvoir exclure les athlètes russes des compétitions, interdire leur hymne, leur emblème et tous les autres symboles de leur équipe nationale. Un autre élément de la culture de l'annulation, c'est l'annulation de la justice. Cette partie du processus s'est particulièrement illustrée en ce qui concerne l'Ukraine. Il n'y a eu aucune enquête sur les causes et les organisateurs du coup d'État qui a balayé l'accord de règlement de la crise, un accord pourtant garanti par l'Union européenne. Mais dès le lendemain matin, l'opposition a simplement pris d'assaut les bâtiments gouvernementaux. Personne n'a enquêté sur les circonstances de ce coup d'État, bien qu'il existe de nombreuses preuves démontrant la préparation minutieuse d'une provocation avec le meurtre de membres non armés des forces de l'ordre sur ce qu'on appelle le Maïdan. Les faits sont nombreux. Il y a également une abondance de preuves concernant ceux qui, le 2 mai 2014, ont brûlé vive une cinquantaine de personnes à Odessa. Des vidéos sont disponibles sur Internet, montrant exactement comment cela s'est produit, qui a mis le feu, qui a tiré, qui a achevé les victimes. Aucune procédure judiciaire, aucune enquête. Le Conseil de l'Europe a timidement proposé son aide, a même adopté une résolution, mais les putschistes ukrainiens ont simplement ignoré cette organisation, qui à l'époque pouvait encore espérer être respectée. L'un de ceux qui ont brûlé ces gens en 2014 à Odessa est aujourd'hui député à la Verkhovna Rada. Il voyage en Europe et exige des sanctions contre la Russie. Cette falsification de la réalité fait aussi partie de cette culture de l'annulation. On efface les faits, on refuse d'en parler. Un autre exemple révoltant est celui de Boutcha. 2 jours après le retrait des troupes russes de Kiev, dans la banlieue de Boutcha, on a soudainement découvert des dizaines de cadavres soigneusement alignés de part et d'autre de la route principale. Curieusement, une équipe de journalistes de la BBC était justement sur place, préparant un reportage qui a ensuite déclenché une hystérie en Occident. Une fois de plus, la Russie a été accusée de tous les crimes possibles et imaginables. Boutcha est devenu un prétexte pour une nouvelle vague de sanctions visant à étouffer la Russie. Mais nous avons commencé à nous poser des questions. Nous disposons de faits prouvant qu'il n'y avait plus de troupes russes à cet endroit à ce moment-là. Pourtant, personne ne veut écouter. Depuis 2 ans maintenant, nous demandons, ne serait-ce qu'à minima, de connaître l'identité des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC. Tout simplement leur nom. N'est-ce pas une démarche élémentaire dans toute enquête criminelle? Silence total. J'ai personnellement demandé à Antonio Guterres d'intervenir. Il m'a répondu, de manière peu convaincante, que ce n'était pas une question qu'il trouvait confortable à traiter. Il m'a suggéré de ne pas insister et de simplement user de mon autorité pour demander la publication de cette liste. Nous avons d'ailleurs officiellement saisi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En septembre dernier, notre comité d'enquête et notre parquet général ont adressé une requête officielle à cette instance. Nous nous sommes officiellement adressés au secrétaire général de l'ONU en présentant nos arguments qui indiquent sans équivoque qu'il s'agissait d'une mise en scène. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons même pas obtenir une simple liste de noms, sans parler d'une réponse. Selon nos informations, obtenues auprès de ceux qui comprennent la justesse de notre position, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ne souhaite pas partager les données sur lesquelles il a basé ses conclusions, affirmant que ce crime a été commis par l'armée russe, à travers sa mission internationale des droits de l'homme en Ukraine. Mais il ne donne pas de nom. C'est aussi une forme d'annulation de la justice, de la vérité et de tout ce qui dérange.
Il en va de même pour les attentats terroristes contre les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Personne ne veut rien révéler, et lorsque nous demandons des informations aux pays qui ont officiellement annoncé des enquêtes, la Suède et le Danemark répondent qu'ils n'ont rien découvert et qu'ils ont donc terminé leurs investigations sans fournir de détails. L'Allemagne poursuit son enquête, mais malgré nos rappels, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, elle refuse de fournir la moindre information. Parfois, des articles apparaissent dans la presse, prétendant que, selon des sources, une Ukrainienne et 2 Ukrainiens se promenaient en yacht, ont bu du vin et ont décidé de faire exploser les gazoducs. Et ce sont pourtant des journaux réputés qui publient de telles absurdités. En parlant des journalistes occidentaux, j'aimerais souligner que, concernant la liste des victimes de Boutcha, j'ai interpellé à 2 reprises, lors de conférences de presse à New York, la fierté professionnelle des journalistes occidentaux. Je leur ai demandé pourquoi ils, qui exigent des explications des autorités sur tout et n'importe quoi, ne sont même pas capables de demander une liste des victimes dans ce cas précis. Cela fera bientôt 3 ans que cette tragédie s'est produite. Je n'ai donc aucun doute que l'annulation du journalisme et de l'information fait aussi partie intégrante des méthodes de travail de nos collègues occidentaux. Sans même mentionner le fait que les médias russes sont systématiquement supprimés simplement parce qu'ils offrent un point de vue alternatif. L'Occident combat la dissidence depuis longtemps, et cette lutte a atteint son apogée sous l'administration Biden, avec des forums sur la démocratie contre l'autocratie. Blinken a déclaré que ceux qui refuseraient de s'asseoir à la table démocratique avec les Américains finiraient au menu de ce repas. Ce n'est pas une invention de ma part. Sans parler de Joseph Borrell, qui a osé déclarer que l'Europe est un jardin fleuri entouré de jungle sauvage. Cela nous inclut aussi, bien entendu. Ainsi, l'abandon des convenances et de l'éthique élémentaire fait également partie de l'arsenal d'action de nos collègues occidentaux. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe ferment complètement les yeux sur toute la série de lois visant à annuler tout ce qui est russe en Ukraine, l'éducation, les médias, la culture, ainsi que l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Mais la décision de l'OSCE sur l'indivisibilité de la sécurité a été annulée par des mesures concrètes d'expansion de l'OTAN. Les accords ayant précédé le coup d'État de 2014 ont été annulés. Les accords de Minsk ont été annulés, tout comme les résolutions du Conseil de sécurité, y compris celles sur le règlement au Moyen-Orient. C'est une tendance générale. Ce ne sont pas seulement des méthodes que l'Occident perfectionne exclusivement en Ukraine. Nous constatons une volonté évidente d'annuler notre pays dans son ensemble, comme ce fut le cas en 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, que se tenaient les sommets de Yalta et de Potsdam et que les Alliés célébraient la victoire. Mais aujourd'hui, des documents ont été publiés, révélant que l'Occident préparait déjà, avant même la fin de la guerre dans le Pacifique, des plans d'attaque contre l'Union soviétique et de son démembrement. Ces plans ont refait surface. Il y a eu une autre période historique, en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. L'Occident pensait alors que les nouvelles autorités russes de l'époque seraient sous son contrôle. Cela n'a pas fonctionné. Et maintenant, nous voyons à nouveau certains marginaux, manifestement encouragés par l'Occident, notamment d'anciens citoyens russes ayant fui en Europe et aux États-Unis, créer des structures visant à décoloniser la Russie. Ils évoquent la nécessité de diviser notre pays en 7 ou 8 parties. Cette mentalité consistant à annuler tout ce qui ne plaît pas et tout ce qui concurrence l'Occident est bien présente. En parlant de concurrence, il faut dire que la concurrence loyale a depuis longtemps été annulée par nos collègues occidentaux, notamment par l'imposition de sanctions. Aujourd'hui, les Mexicains, les Panaméens, les Danois et d'autres pays vont comprendre ce que signifie l'élimination de la concurrence. Nos amis chinois ont répondu fermement, car ceux qui cherchent à dominer ne comprennent pas un autre langage. Mais cela nous amène à un sujet plus large, l'ordre mondial et le destin du système global de mondialisation, que les États-Unis ont eux-mêmes créé, avant de le supprimer lorsqu'ils ont compris qu'il ne leur était plus profitable, mais avantageux pour ceux qui avaient accepté de travailler selon ces règles. Libre concurrence, respect de la propriété, présomption d'innocence, toutes ces valeurs qui étaient autrefois prônées sont désormais annulées, simplement parce qu'elles ne servent plus les intérêts des États-Unis. Désormais, ces intérêts reposent sur l'ultimatum, et nous verrons comment cela évoluera. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'observer l'équipe du nouveau président dans des affaires concrètes. Mais en plus du désir d'annuler physiquement la Russie, de la démanteler, l'Occident s'est bien sûr engagé dans une campagne visant à détruire l'influence russe sur la scène internationale. Pendant ce temps, l'Ukraine est présentée comme un modèle exemplaire des droits de l'homme. Résumé du discours de Sergueï Lavrov. Cette vidéo dénonce ce qu'il considère comme une politique d'annulation menée par l'Occident à l'encontre de la Russie, touchant divers domaines comme la culture, les médias, la justice et la politique internationale. Il critique l'expansion de l'OTAN,
l'inaction face aux événements en Ukraine depuis 2014 et l'absence d'enquêtes objectives sur des affaires comme Boutcha ou le sabotage des gazoducs Nord Stream. L'Occident est accusé de manipulation, de deux poids, deux mesures et de chercher à affaiblir la Russie en l'isolant diplomatiquement et économiquement. La vidéo affirme que cette politique ne se limite pas à la Russie, mais qu'elle reflète une tendance plus large de l'Occident à imposer ses propres règles et à éliminer toute concurrence, notamment à travers des sanctions et des interventions politiques. Enfin, il suggère que ces stratégies s'inscrivent dans une volonté historique de démembrer la Russie et de limiter son influence sur la scène mondiale, tout en glorifiant l'Ukraine comme un modèle démocratique. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.